L'idée quand on fait une masterclass, c'est de vous montrer un peu comment on enseigne dans les programmes à HEC. Alors là, on tente un numéro un peu d'équilibré, c'est une masterclass particulière avec un cas en live. C'est-à-dire qu'on a le plaisir d'avoir avec nous Alphadio, qui est donc cofondateur d'une start-up, vous le verrez, très successful. Et ensemble, avec Alphadio, on a préparé cette masterclass avec comme idée de vous faire travailler. Donc vous êtes assis là, en plus il fait un petit peu chaud, et on va vous demander bien sûr d'écouter, mais surtout il y aura des discussions, donc vous n'hésitiez pas à intervenir, et vous êtes conviés à participer. Donc vous n'êtes pas que les observateurs, hein. Quand on fait de l'executive education, ce sont les participants, et je sais pas, vous êtes une bonne trentaine, on va dire 15 ans d'expérience professionnelle en moyenne, ça fait 450 années d'expérience professionnelle cumulée dans cette salle. Donc à nous deux, on n'y arrive pas. Donc là, il est clair que l'objectif, c'est de prendre appui sur votre expérience professionnelle pour réagir par rapport à un cas. Alors vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce qu'on va dire, hein, donc n'hésitez pas à réagir et commenter. Avant de donner le micro à Alphadio, on va vous présenter une petite vidéo qui décrit le projet La Voie moderne. Non, peut-être quand je change d'avis, peut-être Alphadio dit quelques mots sur la genèse, et puis après on va voir de quoi il s'agit, un peu de teasing. Super, merci, bonjour. J'ai un peu moins l'habitude que le professeur de diriger des cas, donc pardonnez les quelques erreurs qui pourraient être faites. Donc moi je suis Alphadio Lori, je suis diplômé de la promotion 2008 de l'exécutive MBA à HEC. Et effectivement, comme on le verra pendant l'étude de cas qu'on prépare, j'ai profité de ce qu'on appelle le capstone, donc le mémoire de fin d'études, pour travailler sur un sujet qui me tenait à cœur, pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais eu de machine à laver chez moi. J'ai toujours tout donné au pressing du costume aux chaussettes, ce qui me coûtait une fortune. Et connaissant le monde industriel et sa capacité à résoudre de façon mécanisée, de façon économique un certain nombre de sujets, je me suis dit qu'il y avait forcément une façon de convertir l'entretien du vêtement particulier qui se faisait ou à domicile ou au pressing dans des conditions qu'on décrira tout à l'heure, l'amener vers quelque chose de plus industriel. Donc j'ai travaillé sur ce capstone pendant mon mémoire de fin d'études, et puis c'est le résultat de ça qu'on va critiquer ensemble aujourd'hui. Merci. Alors maintenant, pour que vous voyez de quoi il retourne concrètement, il y a une petite vidéo qu'on voulait vous montrer. Voilà, donc vous avez vu le scooter électrique qui faisait des livraisons à domicile. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cet exemple pour illustrer quelques concepts qu'on utilise en stratégie. Et je voudrais commencer par une question. En fait, on dit c'est une innovation.
Dans quelle mesure cette innovation est ce qu'on appelle une innovation stratégique? Donc on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que cette start-up, la voie moderne, est une start-up innovante, ou est-ce que ça va plus loin et c'est une innovation stratégique? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait nous définir c'est quoi une innovation stratégique? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein, je crois que monsieur va dire quelque chose. Non, c'est toujours on a des idées, on identifie d'abord les stratégies. Quelle stratégie, ça veut dire stratégie pour longtemps ou c'est les temps courts. Donc l'innovation, c'est toujours quelque chose qui n'existe pas ou peut-être il existe moins. Donc on sait qu'il y a des marchés. Donc on identifie les stratégies et on mélange les stratégies avec l'innovation. Oui, oui. Donc il y a une notion importante dans ce que vous avez dit. Effectivement, c'est à la fois une stratégie, hein, et c'est quelque chose qui n'existe pas derrière cette notion d'innovation stratégique. Il y a cette idée d'introduire quelque chose qui n'existe pas, d'autres idées. Oui. Je dirais que c'est une réponse à un besoin qui existe, qui est non forcément auquel il n'y a pas de réponse maintenant, ou éventuellement un besoin qui crée un marché qui n'est pas encore identifié. D'accord? Un besoin qui existe, un besoin nouveau qui va donner lieu à un marché. Il n'y a pas de réponse. Ouais. D'autres suggestions, commentaires? Alors, la manière dont on répond à cette question-là, mais qui est très proche de ce que vous venez de nous dire, c'est on dit une innovation stratégique, c'est quoi? C'est un changement radical de business model. Alors évidemment, j'ai fait que déplacer le problème cette fois. C'est quoi un business model? Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent s'essayer? On a dit c'est un changement radical de business model. Alors, je vais vous donner une partie de la réponse. Un business model, on le définit de la façon suivante. Il y a une première dimension dans le business model, ça répond au quoi et à qui. C'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est de commencer à réfléchir par rapport au cas, et après Alfadio amènera des éléments de réponse. Et qui est-ce qu'on vise? Et quoi? Qu'est-ce qu'on offre? À quel prix? Ça, c'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. Donc une innovation stratégique, ça peut venir d'une innovation au niveau de la proposition de valeur. Quand Amazon est apparu, c'était une innovation au niveau de la proposition de valeur. Et il y a plein d'exemples. Uber, par exemple, les taxis Uber, c'est la même logique, ça n'existait pas et ça répond. Donc on sait dire quelque chose de radicalement différent dans le quoi. Alors, l'innovation, elle peut également porter sur le comment. C'est-à-dire comment on s'organise pour délivrer l'offre, ou délivrer le service. C'est ce qu'on appelle l'architecture de valeur. Donc vous voyez, il y a la réponse à la question pour qui, quoi, c'est ce qu'on propose sur le marché. Et il y a une autre question qui est behind the scene, c'est comment est-ce que l'entreprise s'organise pour délivrer la proposition de valeur. Et là encore, on peut soit faire des choses de façon classique, soit faire des choses de façon très innovante. L'exemple classique, c'est quand Benetton, vous connaissez peut-être toute cette histoire-là, comment Benetton faisait pour être toujours avec le bon coloris à la mode. En fait, il fabriquait les pulls, il fabrique les pulls dans une couleur neutre et il les trempe dans des bains de teinture. Donc tous les pulls sont déjà disponibles, il n'y a plus qu'à les teindre. Là où les concurrents utilisaient de la laine ou du coton déjà teint, et donc il fallait avoir le bon coton pour sortir la bonne couleur. Donc vous voyez, ça c'est une innovation dans le process. D'accord? Donc la question qu'on peut se poser... Alors, il y a une troisième dimension dont je n'ai pas parlé, c'est bien d'avoir des idées radicalement différentes,
voire c'est bien d'avoir des process radicalement différents, mais si à la fin de la journée vous perdez de l'argent, ça ne va pas durer très longtemps. Donc la troisième composante d'un business model, c'est ce qu'on appelle l'équation de profit. C'est est-ce que dans la durée, on va gagner de l'argent? Donc maintenant, cette petite grille, est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que maintenant, je vais vous demander, on va prendre cette grille, puis on va l'appliquer en live à un cas. Alors, quelle est la proposition de valeur de l'avoir moderne? Si vous avez vu une petite vidéo, vous avez entendu rapidement Alfadio, si vous aviez à définir qui et quoi. Alors c'est pour qui? Pour tout le monde? Pour des personnes qui n'ont pas on va dire de lave-linge à la maison. C'est pour des gens qui n'ont pas de lave-linge. Est-ce que tout le monde pense que c'est pour des gens qui n'ont pas de lave-linge? Alors ça peut être pour des gens qui n'ont pas de lave-linge, ce qui était le cas d'Alfadio, mais ce n'est pas une obligation. Donc on dit quelque part c'est pour tout le monde. Ça c'est la réponse à qui, et effectivement, alors si on veut être à peine plus précis, on va dire ce sont des particuliers, donc on vise une clientèle de particuliers, on est en B2C et non pas en B2B, une clientèle de particuliers ayant tout type de linge et vêtements à nettoyer. Donc, alors, Alfadio, tu voulais compléter? Oui, je peux peut-être compléter en disant que aujourd'hui, les études que nous faisons montrent que notre clientèle est composée exactement à l'équilibre de 50% d'hommes, 50% de femmes, qu'on retrouve quasiment toutes les typologies de foyers dans notre clientèle, que ça soit le foyer monoparental à la famille nombreuse, et qu'on retrouve également quasiment toutes les tranches d'âge, même si évidemment dans cette période de lancement, on a surtout des actifs, donc 25-50 ans, qui représentent le gros de notre clientèle. Mais même à titre d'exemple, on a 12% d'étudiants. Encore à titre d'exemple, on a 20% de clients qui ont plus de 50 ans. Donc il n'y a pas réellement, on se rend compte que ce sujet de l'entretien du vêtement, la peine de la corvée de linge, hein, c'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde, et que du coup notre service apporte une solution globale. Merci. Donc ça, c'était la réponse qui. Bon, alors, qui, il n'y a pas d'innovation en tant que telle. Je veux dire, là, c'est une cible assez large, et tout particulier qui a du linge à laver. C'est ça, mais cela dit... Cela dit, du point de vue commercial, c'est quand même intéressant, parce que quand vous vous adressez à une niche de population, les gens qui font 1m70 et qui ont un caniche bleu, c'est clair qu'en termes de marketing, il va falloir faire quelques efforts pour les toucher. Quand vous vous rendez compte que votre service en réalité touche la majeure partie de la population, en termes de marketing, ça ouvre quelques fenêtres. Merci. Effectivement, là, il y a un intérêt à avoir une cible large. Large, c'est ça. Donc oui, par exemple, là, ce monsieur qui a l'air d'être ravi à l'idée d'aller faire une lessive. Alors, question d'après, avant d'arriver au quoi, c'est quoi les alternatives? Quelles sont les solutions lorsqu'on a du linge à laver? La machine à laver. Alors, il y a le pressing, effectivement, il y a la machine à laver et une personne à domicile. Ben voilà, donc on a fait le tour. Effectivement, les principales alternatives, c'est le faire soi-même. Voilà. Alors on peut aller aussi au lavomatique, mais on fait soi-même. Le deuxième, c'est avoir du personnel de maison, donc quelqu'un qui va le faire pour vous, et puis à votre domicile. Et le troisième, c'est effectivement amener au pressing. Mais alors aller au pressing, quand vous amenez une veste, un costume, peut-être, mais alors après, évidemment, ce que disait Alfadio, ça commence à revenir cher quand vous amenez des sous-vêtements et tous les linges courants. Donc, on voit les alternatives qui existent, et quand on regarde le quoi, qu'est-ce que propose l'entreprise Avoir Moderne? Un service, mais quel service? C'est un service presque des conciergeries. Alors, J'ai pas de temps, j'organise, j'imagine, le tirage.
Donc c'est un service qui permet de gagner du temps. Il y a un gain de temps. Il y a un gain de temps. Oui. Parce que j'ai pu arranger la prise en charge des vêtements et après la livraison à l'heure qui me convient. D'accord. Donc gain de temps avec prise en charge, livraison, service, gain de temps, quoi d'autre? Moins cher. Alors c'est... Par rapport au prix normal. Alors on va passer la parole à la défense là. Merci, votre honneur. Alors, en effet, il y a plusieurs points en termes de description du service. Le premier, c'est que le client particulier n'a pas besoin de trier ses vêtements. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, il donne son sac de linge. On lui demande juste de séparer ce sac en deux catégories. Le linge qui va être traité au poids. Le linge au poids, c'est le linge du quotidien et c'est toute la literie, les draps, et serviettes, etc. Et puis le linge qui va être traité à la pièce. Donc ça, c'est tout le linge un peu délicat, les costumes, les tailleurs, les chemises par exemple, voilà. Donc ce sont les deux catégories de linge. En dehors de ça, il n'y a pas de tri de matière ou de couleur à faire. C'est nous qui le faisons. C'est le premier point. Le deuxième point, vous l'avez souligné, c'est qu'en effet, le retrait, la livraison s'effectue à l'heure que le client souhaite et dans la demi-heure qui suit sa demande. Exactement comme si vous commandiez des sushis ou une pizza. Hein. Vous rentrez chez vous, vous cliquez, dans la demi-heure qui suit, on vient chercher votre linge ou on vous le ramène. Et ça aussi, c'est une innovation, puisque effectivement, on le verra tout à l'heure, le moyen qui nous permet de vous le ramener est remarquable en lui-même. Et enfin, en termes de prix, le dernier point, c'est qu'on va prendre l'exemple de la chemise, qui est un exemple qui est assez emblématique de notre sujet. Le pricing le moins cher de Paris doit vous proposer la chemise autour de 2,50 €. Et pour ce prix-là, vous devez vous déplacer vous-même, poser votre vêtement et ensuite revenir le chercher. Nous le proposons à 1,50 €. Et ce prix comprend la livraison à votre domicile à l'heure que vous voulez. Pour le linge au poids, le linge quotidien au poids, on propose un tarif de 2,50 € qui lui aussi contient la livraison à domicile à l'heure que vous voulez. Le kilo, pardon, oui. Bon, donc il y a des coupons pour ceux qui veulent à la sortie. Alors, le quoi, donc traitement de la totalité du linge, et donc pas simplement le linge de prise grasse, on traite la totalité du linge à un coût faible avec une livraison express. Donc c'est ce que vous aviez dit et c'est ce que vient de souligner Alfadio. Alors cette offre, elle n'existait pas. Donc là c'est une innovation, parce qu'on le voit bien. Ah bon, à ce prix-là, 1,50 €. Donc là on est, ça qualifie, on va dire, sur la première dimension qui est la proposition de valeur, elle est radicalement différente. D'accord? Donc ça, on a répondu à une première question. Maintenant, la deuxième question, c'est le comment, ce qu'on appelle l'architecture de valeur. Comment on s'organise pour le faire? Alors, je vais peut-être redonner la parole à Alfadio qui nous décrive un peu, parce que là, on ne l'a pas vu vraiment dans la vidéo, le processus de gestion et de traitement même des vêtements. Merci. Alors en effet, c'est vrai, dans la vidéo, on ne le voit pas pour des raisons esthétiques, évidemment, même si nous envisageons qu'à l'avenir, nos outils de production seront ouverts aux clients particuliers, parce que le vêtement est quelque chose de très intime, et les gens aiment savoir ce que deviennent les affaires qu'ils nous confient. Donc les prochains outils de production que nous aurons seront conçus de façon à être visitables. D'une manière générale, ce que nous avons fait sur la production et sur la distribution, les deux volets de notre développement sur la partie comment. D'abord, commençons par la partie distribution. Avant les lavoirs modernes, la livraison de vêtements à domicile se faisait avec des petites camionnettes ou des voitures. Ce qui voulait dire qu'il était impossible de se faire livrer en express, il fallait réserver au moins 24 à 48 heures à l'avance, et puis attendre entre 1 heure et 2 heures chez soi en fonction de l'heure à laquelle on a demandé à se faire livrer, et en fonction des conditions de trafic. C'est exactement, si on veut faire un parallèle, comme si Deliveroo ou la livraison de pizza à domicile avait comme business model de vous faire réserver votre pizza 1 ou 2 jours avant, et puis d'attendre 1 ou 2 heures chez vous pour être livré. C'est certain que la livraison de repas à domicile n'aurait pas connu le boom que ça connaît depuis quelques temps. Et je précise qu'on se fait livrer des pizzas à domicile depuis 30 ans. Ce qui fait la différence, c'est le moyen utilisé. Clairement, la livraison de repas à domicile utilise des véhicules qui sont légers, qui sont rapides et qui sont insensibles au trafic. Donc ce que nous avons fait, c'est
concevoir, puisqu'il n'existait pas pour la blanchisserie, ce type d'outil. Nous avons conçu un outil sur la base d'un scooter électrique qui nous permet, avec le coffre que vous avez peut-être pu voir tout à l'heure dans la vidéo, de pouvoir transporter des vêtements sur cintre et des vêtements pliés. Ce qui veut dire que, et c'est ce qui permet à nos lavandiers, hein, ce sont nos livreurs que nous appelons des lavandiers, d'être à votre domicile dans la demi-heure qui suit votre demande. Vous cliquez sur l'application, le scooter part et arrive à votre domicile. Nous avons une double boucle logistique, une première avec ces scooters dans Paris, et puis une deuxième qui nous permet de servir notre usine avec des camions de livraison simplement, qui viennent faire le tour de petites plateformes d'éclatement qui sont situées en agglomération, récupérer tout le linge qui a été collecté chez vous pendant la journée et la soirée, et déposer le linge qui a été traité à l'usine pendant la journée, et le lendemain vous cliquez sur votre application et vous faites livrer en 15 minutes par le scooter. Donc ça c'est pour la partie distribution, et puis ensuite vous avez la partie production. Là encore, beaucoup d'innovation, avec une grosse équipe technique qui a travaillé pendant 4 ans à la mise au point d'un certain nombre de principes et de modèles et l'adaptation de choses existantes. Je vais prendre le cas de la chemise, qui est un cas, comme je disais tout à l'heure, assez emblématique. Un particulier à domicile va repasser 5-6 chemises de l'heure avec un peu d'enthousiasme. Un professionnel dans un pressing qui maîtrise lui le fer à repasser va repasser entre 10 et 12 chemises de l'heure. Nos robots de repassage font 240 chemises de l'heure. En gros, une chemise prend 15 secondes à un robot pour la repasser plus délicatement que vous ne pourrez jamais le faire à la maison ou qu'un artisan ne pourra jamais le faire dans son atelier, parce que la température de repassage est toujours la bonne, le vêtement est toujours traité de la même façon, qu'il soit 7h du matin ou 22h le soir. Donc en gros, c'est des machines qui sont servies par 2 opérateurs. Donc si on ramène la moyenne de la production par opérateur, ça fait 100 chemises par heure par opérateur. On multiplie par 10 la productivité d'un pressing traditionnel. Voilà. Donc c'est pour dire que ce sont sur ces 2 points essentiels, production d'un côté et distribution de l'autre, que comportait un certain nombre d'efforts d'innovation qui continuent à être en cours, puisque on intègre de l'intelligence artificielle pour le tri de vos vêtements, pour que désormais on soit capable de dire c'est un pull en angora bleu. On intègre de la RFID qui nous permet de suivre votre commande du moment où vous l'avez passée jusqu'au moment où on va vous la restituer. Il y a beaucoup de sujets techniques et technologiques qui sont en cours d'intégration chez nous et qui nous permettent de développer ce service. Merci. Alors, vous voyez dans la description que vient d'en faire et que vous avez écouté, j'ai vu très sagement Alphadio, il y a de l'innovation. Ce n'est pas un process... en fait, c'est l'importation dans un univers qui est celui de la clientèle individuelle, de techniques qu'on trouve dans l'univers industriel. Exactement. Donc, on va voir, donc il y a ça. Et puis après, il y a toute une série d'innovations, comme le scooter électrique qui va être adapté pour pouvoir faire la livraison. Donc, ça veut dire que cet outil de production industrielle avec un robot de repassage, une technologie de pointe respectueuse de l'environnement, on en reparlera, mais ça divise par 5, je crois, la consommation d'eau. Livraison express avec un scooter électrique adapté. Alors, ça n'existait pas dans le domaine de la blanchisserie pour particuliers. Et donc là encore, c'est un changement radical. Et voilà, on retrouve Alphadio avec, j'imagine, son cofondateur et le fameux scooter à côté. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la proposition de valeur, le qui, c'est un peu tout le monde. Le quoi, on a vu que c'était une offre très innovante. On a vu que la manière de s'organiser pour délivrer cette offre innovante, elle était aussi également innovante. Donc ça qualifie 2 fois à ce qu'on appelle une innovation stratégique. Donc c'est effectivement un exemple d'innovation stratégique. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai montré le business model, il y avait 3 dimensions. Il y avait la proposition de valeur, l'architecture de valeur, comment on s'y prend, et l'équation de profit. C'est bien beau de faire tout ça, mais si à la fin de la journée, ils ne gagnent pas d'argent, ils ne vont pas le faire très longtemps. Et donc, je me retourne vers Alphadio pour savoir un petit peu plus, justement, sur cette équation de profit de l'entreprise. Alors, je vais à nouveau reprendre le cas de la chemise, parce que c'est celui qui parle le plus simplement. Comme je disais tout à l'heure, le pricing le moins cher de Paris va la proposer à 2,50 €, hors toute notion de service. Nous, on la propose à 1,50 €, c'est-à-dire 40% moins cher. Pour autant, la cadence à laquelle on produit nous permettrait théoriquement de le proposer quasiment 10 fois moins cher.
Ce qui veut dire qu'en le proposant seulement 30% moins cher, 30 à 40% moins cher, non seulement on génère davantage de volume collecté, mais en plus on génère unitairement une marge supérieure à celle que le pricing traditionnel va générer en travaillant à la main sur un produit qui vend à 2,50 €. Voilà. Si je donne un chiffre, disons que l'écart de coût de production, il est de l'ordre de 80%. Voilà. Bien, je vois ça vous laisse bouche bée. Mais c'est vrai que c'est un beau business model. On voit que c'est innovant et on voit aussi que le process d'industrialisation sous-jacent permet d'avoir un avantage concurrentiel très clair et permet surtout d'être rentable. Donc à la question, l'équation de profit, l'application de la logique industrielle, ça permet les coûts bas. Bon, les coûts bas, COUTS, et ça permet bien sûr, ce que vous expliquez à l'instant, d'être rentable. Alors, ça c'était une première illustration. Oui, un petit commentaire. Les scooters électriques, vous les avez achetés, vous les avez loués, vous les avez transformés, adaptés. Ah, très bonne question. Oh, bien sûr, et comme dans toute industrie, il y a beaucoup d'investissements, mais qui par chance sont amortissables. Et l'exemple du scooter, effectivement, ce sont des bases qu'on achète à l'étranger, qu'on fait transformer dans le sud de la France et armer à Paris. Voilà. C'est l'Estaca, non, que tu as fait Alors, effectivement, c'est l'Estaca, qui est une école d'ingénieurs que vous connaissez peut-être, qui a conçu la toute dernière version de nos machines. 3 groupes d'étudiants de l'Estaca ont travaillé sur la partie powertrain, donc moteur et alimentation électrique, le châssis et le contenant. Et ces étudiants de dernière année ont le plaisir de voir leurs machines aujourd'hui circuler, avec 20 nouveaux exemplaires de ces machines qui vont servir nos clients d'ici à la fin du mois de juin. Aujourd'hui, on a 35 machines qui servent Paris. Et par contre, effectivement, il y en aura un certain nombre. Mais c'est des machines qu'aujourd'hui nous louons, hein, donc c'est des machines qui ne sont pas la propriété de l'avoir moderne, qui sont louées dans le cadre de notre activité. Non, l'Estaca, c'est uniquement l'école d'ingénieurs qui a conçu le véhicule, c'est ça. Enfin, qui a travaillé sur l'amélioration du véhicule. Pardon ? On les loue avec un de nos partenaires. Avec un de nos partenaires. Donc, qui se trouve être un de nos actionnaire. Donc, ça reste on reste les seuls destinataires du usage du véhicule qui n'a pas vocation à être commercialisé. Non, du tout. C'est un avantage stratégique en fait pour nous. C'est la raison pour laquelle il peut être copié mais pas commercialisé. Quel est l'investissement des robots? Alors, très bonne question. Une machine comme un système qu'on utilise représente à peu près 100 000 € d'investissement par pièce. Voilà. Et, il y en a 2 pour l'instant, c'est ça, si j'ai bien compris. Non, aujourd'hui on en a déjà plusieurs, mais notre objectif dans l'unité de production qu'on prépare, qui devrait être opérationnel en 2019, c'est d'avoir environ une dizaine de ces systèmes déployés, ce qui nous donne une capacité de production de l'ordre de 20 000 chemises par jour. Alors en effet, en termes de périmètre, aujourd'hui c'est uniquement Paris, parce qu'on a fait le port de la partie industrielle pendant 4 ans à Paris. Et l'objectif, c'est maintenant qu'on est arrivé à maturité, de faire un déploiement international très rapide, qui va commencer par l'Allemagne et le UK, qui sont les 2 principaux pays en matière de blanchisserie, et comme dans pas mal de sujets en Europe. Et puis, et donc enchaîner sur un développement assez rapide. Pour faire simple, là, dans une agglomération, on déploie un outil de production, des points de collecte et de distribution dans le centre de l'agglomération, et puis on rayonne petit à petit. C'est comme ça que d'ici 2019, par exemple, on sera capable de servir même la banlieue parisienne, et pas uniquement le centre de Paris comme c'est le cas aujourd'hui. Ils sont loués aussi, comme notre outil de production. C'est-à-dire que nous, nos CAPEX sont
concentrés. Alors, on a des investissements qui indépendamment de la partie outils, ont concerné toute la partie R&D. Parce que c'est vrai qu'on décrit tous ces systèmes très simplement, là, on a quelques instants pour le faire, mais ça a nécessité beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Mais les outils qu'on utilise, comme les plateformes logistiques et les véhicules, sont tous loués, en effet. Ah non, on opère la logistique nous-mêmes. Donc on loue des plateformes dans Paris, mais qui sont des petites plateformes, hein, de 100 à 150 mètres carrés, qui sont réparties un petit peu dans toute l'agglomération. Si vous observez un petit peu ce qui se dit en ce moment du côté de toute la distribution, y compris avec des gens comme Amazon, etc., c'est clairement le modèle qui est en train de se détacher. C'est un modèle d'hyper-proximité où, en fait, au lieu d'avoir un point de vente, au lieu d'avoir, par exemple, pour servir en un arrondissement, je vais prendre le cas du pressing, c'est un cas qu'on connaît bien. Pour servir le 15e arrondissement où nous avons fait notre démonstrateur, il fallait environ une quarantaine de pressing. Il y a à peu près toujours aujourd'hui une quarantaine de pressing dans le 15e. Nous, avec un seul point, on sert la totalité de l'arrondissement. Donc le modèle qui se détache, c'est celui-là. Ce qu'on appelle des ELU, donc des espaces de logistique urbaine, qui viennent être positionnés en agglomération à des endroits stratégiques. Et puis ensuite, des moyens pour servir de façon en express les clients et pour leur apporter toutes sortes de marchandises. Hein. Nous, aujourd'hui, on est parvenu à transporter des vêtements sur Cintre. Demain, vous pouvez être certain que des gens comme Amazon, Leclerc ou autres vous apporteront des packs d'eau en 25 minutes, quoi. Alors, c'est une bonne question. On sert nos clients en 24 à 72 heures et c'est le client qui nous indique quel est le degré d'urgence. Voilà. Sachant qu'on n'est pas un service qui a vocation de servir les clients en une demi-heure ou en une heure comme on peut le faire par full pressing. Mais il faut savoir que l'extrême urgence, c'est moins de 3% des demandes. Donc l'outil a été conçu pour servir d'abord les 97% restants. Si, bien sûr. C'est-à-dire que le prix payé par le client, les demandes urgentes sont traitées moyennant un tarif plus élevé, effectivement. Vous savez combien de clients aujourd'hui et quel pourcentage de ces clients sont des fidélisés? Ouais, très bonne question. On a 84% de taux de repeaters. Je ne peux pas, pour des raisons de confidentialité, vous donner le nombre de nos clients aujourd'hui. Mais sachez que notre chiffre d'affaires est équivalent à celui de nos plus gros concurrents à Paris, sachant que nous n'avons déployé le service jusqu'à présent que dans un seul arrondissement de Paris. Dans le 15e, il vient d'être ouvert, il est ouvert à tout Paris depuis cette année, mais nos chiffres d'affaires sont ceux qui ont été obtenus dans le 15e arrondissement de Paris. Alors il y a des compétiteurs, on en a quelques-uns. Si vous tapez pressing à domicile, vous allez voir une flopée de noms apparaître. Je vais en citer quelques-uns, ZipJet en France, Londra pour Royaume-Uni. La particularité de nos compétiteurs, c'est que ils se sont tout le monde s'est dit, à un moment on voit bien que c'est un peu comme la roue ou le feu, c'est pas apparu à un seul endroit. À un moment il y avait la maturité pour que l'innovation émerge. Et elle a émergé. Ça a été notre cas aussi un peu partout aux États-Unis et ailleurs en Europe. Des gens se sont dit qu'il fallait digitaliser le pricing. Et donc tout le monde s'est précipité pour faire des plateformes web sur lesquelles on va mettre d'un côté des livreurs qui étaient en général des auto-entrepreneurs et de l'autre côté des pressings qui servaient de base arrière pour la production. Le problème de ce modèle, c'est qu'en réalité la structure même du marché était obsolète. Et que ce qui nous a pris, nous, davantage de temps que nos concurrents pour passer en phase commerciale, c'était qu'il fallait réformer en profondeur cette structure de marché pour vraiment apporter un produit disruptif. C'est-à-dire que la chemise à 1,50 € livrée à domicile, nos concurrents ne peuvent même pas y rêver, puisque eux se basent sur un outil productif qui produit 10 chemises de l'heure. Donc, basiquement, l'écart, il est considérable, mais parce qu'on fait un métier d'industriel et qu'on a face à nous des prestataires de services. C'est pas du tout c'est pas du tout le même métier. Très bonne question. Ils sont tous salariés. Ils sont tous salariés de Lavore Moderne.
À 80%, ce sont des étudiants qui ont des CDI à temps partiel. Et quelle est la particularité encore de notre modèle? Si vous prenez, il est 19h le soir, vous avez 4 occupants d'un même immeuble qui demandent à se faire livrer un repas à domicile et qui demandent en même temps à se faire livrer de leurs vêtements par le laveur moderne. Compte tenu du fait qu'ils vont commander dans 4 restaurants différents, on le suppose, Deliveroo va devoir leur envoyer, Deliveroo par exemple, va devoir leur envoyer 4 livreurs différents. Nous envoyons un seul livreur. Donc ça illustre un petit peu sommairement, mais clairement, l'écart qu'il y a en termes de modèle économique sur la performance de notre système de tournée basé sur des véhicules rapides et surtout un entrepôt central et une mini-tournée par rapport à un système de livraison en étoile qui oblige les livreurs à parcourir des grandes distances. Ça veut dire le modèle économique comprend aussi du parti de négoce, de livraison en fait pour d'autres, pour la restauration? Ah non, pas du tout. Non, ils sont bien assez occupés avec nos clients. Ouais, mais je faisais un parallèle entre des gens qui commanderaient chez Deliveroo, par exemple, des repas à domicile, 4 personnes différentes, pour montrer que la dépense de Deliveroo pour le servir est 4 fois supérieure à la nôtre. Voilà. Non, c'est des machines qui existent, qu'on a importées d'autres pays et qu'on a transformées pour les adapter à nos besoins. C'est simplement que des installations comme celles que nous on projette, il n'en existe pas encore dans le monde. Aujourd'hui, les plus grosses blanchisseries aux États-Unis ou au Japon font 5 ou 6 000 mètres carrés. L'outil que nous on projette fera 15 000 mètres carrés. Pardon, oui, c'est ça. Je reviens aux salariés. Vous avez donc, au premier arrondissement de Paris, 35 salariés. Vous avez 35 scooters. Alors aujourd'hui, on sert tout Paris. Hein. Aujourd'hui, on sert tout Paris, oui. Fondamentalement, que pour bien essayer Non, on sert tout Paris. On a des bases dans tout Paris. On a 5 bases dans tout l'ouest de Paris. On sert tout Paris. Je vais répondre. Pour l'instant, oui. Alors, ce que je vous propose, c'est de poursuivre pendant un petit quart d'heure en voyant un autre angle d'approche, c'est se dire le cas qui nous intéresse là, c'est un cas dans lequel on va mettre le client au centre de l'innovation. C'est-à-dire l'innovation va partir sur la proposition de valeur d'un besoin non satisfait aujourd'hui par le marché. Et il y a pas mal de travaux de recherche qui portent sur ce qu'on appelle la Customer Experience Management, c'est quelle est l'expérience qu'on veut faire vivre aux clients. Et donc ce que je vous propose, c'est de voir un modèle de management de l'expérience et on va faire la même chose rapidement, on va l'appliquer au cas de la voie moderne. Donc, il faut... Quand on fait du management de l'expérience, il faut être capable de répondre à la question qui est-ce qu'on vise, qui sont les clients qu'on vise. Là, c'est clairement une clientèle de particuliers. C'est un choix qui a été fait, un choix stratégique. Et c'est quoi l'expérience qu'on veut leur faire vivre? Et donc, on va essayer là de décrire en quoi consiste l'expérience qu'on veut faire vivre. L'idée du management de l'expérience, c'est que si on est capable de faire vivre une expérience qui va marquer les personnes qui vont être enthousiastes, alors ces personnes vont être loyales, et non seulement elles vont être loyales, mais ça va être aussi vos ambassadeurs. D'où l'importance de cette approche de management de l'expérience. Donc, on a élaboré un modèle de management de l'expérience dans lequel on distingue l'entreprise et le client. L'entreprise, elle doit définir ce qu'on appelle une expérience voulue. C'est-à-dire, quand on va poser la question à Alphadio, c'est quoi l'expérience que tu veux faire vivre à tes clients, il faut qu'ils soient à même de répondre. Donc réfléchissez par rapport à vos propres entreprises. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question sous l'angle non pas d'une offre ou d'un service, mais de dire mais c'est quoi l'expérience qu'on va faire vivre à nos clients? Alors pour ce faire, il faut bien sûr partir et tenir compte des attentes du marché, de ce qu'on sait des attentes du marché, voire des attentes, comme quelqu'un l'avait évoqué tout à l'heure, non satisfaites du marché. Il y a une autre composante qui est importante, c'est que cette expérience voulue, c'est-à-dire qui relève de la stratégie, il faut être capable de la décliner, il faut être capable de l'opérationnaliser, que de façon très concrète,
on soit à même. Donc si on dit, je vais vous donner un exemple, à Executive Education, l'idée c'est d'aider des cadres dirigeants à prendre du recul, à mettre en perspective, à mener à bien leurs projets entrepreneuriaux. Ça, on va dire, c'est l'expérience qu'on veut faire vivre. C'est quoi l'expérience proposée? Ben, on a des capstone projects pendant lesquels ils peuvent le faire. On a une approche où les professeurs vont essayer de faire sortir de votre zone de confort pour voir les choses un peu différemment, etc. Donc ça, c'est la manière dont on opérationnalise la vision stratégique ou ce qu'on appelle l'expérience voulue. D'accord? Donc c'est la traduction opérationnelle, et puis ce qui compte in fine, bien sûr, c'est l'expérience vécue. Donc tout ça est en interaction. C'est quelle est l'expérience que vit le client, et est-ce que ce client va être ou pas un ambassadeur. Alors, si on prend l'exemple de l'avoir moderne, c'est quoi l'expérience que veut faire vivre l'avoir moderne? Quels sont les, si on se met du point de vue du client, qu'est-ce que l'avoir moderne va offrir, que le client va valoriser? Il y a un service sur mesure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la facilité. Donc en fait, l'expérience attendue, ce qu'on sait, c'est que les gens, eux, ils veulent diminuer la contrainte liée à l'entretien du linge. Il y a peu de personnes qui trouvent ça extrêmement enrichissant et intéressant de s'occuper de son linge, mais ils veulent bien diminuer cette contrainte, mais il faut que le prix soit raisonnable. Ça, c'est l'attente du marché. Ce que propose l'entreprise, l'expérience voulue, c'est, comme vous l'avez dit, privilégier la facilité. C'est-à-dire que ça doit être facile. Le deuxième élément, ça doit faire gagner du temps. Ça doit permettre d'économiser de l'argent. Et ça doit minimiser aussi l'impact écologique, parce qu'il y a de plus en plus une conscience écologique chez les clients. Et, in fine, bah, ça doit contribuer quelque part, en dégageant du temps, à améliorer, on va dire, la qualité de vie, si vous n'avez plus, si vous avez une contrainte de moins. Voilà. Ça, c'est l'expérience voulue. Alors maintenant, quand on regarde concrètement, ça se traduit par quoi? Ben, ça se traduit par une collecte à domicile. Donc ça, c'est l'expérience proposée. C'est la collecte à domicile. Ce que vous allez voir quand vous êtes client, ben, vous voyez quelqu'un qui vient collecter à domicile, qui prend tout type de linge, qui livre en express, qui sont sur des scooters électriques, donc c'est plutôt bon pour l'environnement, et il nous donne quelque chose qui est prêt à ranger, qu'on n'a plus qu'à mettre dans nos armoires ou à suspendre dans les penderies. Et donc ça, c'est l'expérience proposée. Et puis l'expérience vécue, ben, les éléments apparemment, c'est que les clients sont plutôt enthousiastes. On a 84% de repeat business et les gens, le bouche à oreille fonctionne et fonctionne bien. Donc voilà une illustration encore d'un autre modèle qui n'est pas le business model avec proposition de valeur, architecture de valeur, etc. Là, c'est un modèle dans lequel on va centrer principalement du point de vue du client. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va offrir au client, comment on va s'y prendre pour ce faire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est très clair. C'est très clair, c'est exactement la décomposition. Hein. Comme je disais tout à l'heure en réponse à votre question, on a 84% de clients répéteurs, on a un taux de satisfaction élevé et un certain nombre d'améliorations à venir sur ces sujets d'expérience client. Il faut savoir qu'on a trois gammes de produits en réalité. La première est celle qu'on parle le plus volontiers, c'est la gamme essentielle qui vous permet de vous trouver la chemise à 1,50 €. On a la gamme classique où vous trouverez la chemise à 4 € et la gamme tradition avec des clients très haut de gamme et où on propose la chemise à 7 € avec un certain nombre d'avantages. Donc chaque client choisit un petit peu en fonction de sa garde-robe et de ses habitudes de vie le service qu'il souhaite. Donc, quelle est l'échelle entre les trois catégories? Votre question, c'est 60% d'essentiel, 35% de classique et 5% de tradition. Juste, tu peux peut-être préciser ou faire un résumé sur cette dernière comparaison entre expérience proposée et vécue. J'imagine qu'il y a des retours Internet. Quand vous avez, j'imagine, un site, tout se passe sur Internet. Donc je suppose sur Google ou autre, ou Facebook, on trouve les premiers retours des consommateurs qui, par rapport à cette gamme de services qui est proposée, ils
Exactement. D'autant qu'on est sur un sujet qui est particulièrement sensible et émotionnel pour les clients parce que c'est leur vêtement. Donc les gens, nous on le voit bien au service client, hein, on a un service client qui s'est rodé sur la gestion de la relation avec les clients, sachant qu'on fait en plus nous un métier où mécaniquement dès le moment où vous mettez un vêtement dans l'eau et que vous le faites tourner, vous allez l'abîmer. C'est les lois de la physique qui s'appliquent, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec des boutons à recoudre, des vêtements à reprendre, etc., etc. Et le métier de notre service client, ce que Pierre-Henri Canon, le cofondateur, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous au fond de la salle aujourd'hui, et moi, insistons beaucoup au niveau de notre service client, c'est que le métier du service client, c'est de rendre de l'argent aux clients, précisément. Autant le métier du marketing, c'est d'aller chercher des clients, le métier du service client, c'est de les garder parce que c'est plus cher de faire de l'acquisition de nouveaux clients que de conserver ceux qu'on a déjà. Et ça, peu importe le prix de SAV. Donc globalement, on a un très très bon retour de nos clients, même si, comme toujours, ceux qui parlent le plus ne sont pas forcément les gens les plus satisfaits. Mais on a un excellent retour de nos clients. Et à nouveau, nous, ce qui parle pour nous, c'est vraiment le taux de repeater, quoi. Et le taux de recommandation. Il faut savoir qu'on démarre là, nous, aujourd'hui, le 6 juin, très exactement, une opération que nous avons baptisée Overlord, pour rester dans le contexte. Et on démarre notre première campagne de communication, donc il y a des chances que vous voyez des affiches du Lavoir Moderne un petit peu partout, que vous les retrouviez sur vos smartphones, mais c'est la première opération de communication que nous faisons. Toute la croissance que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, elle s'est faite uniquement de façon organique, par le bouche-oreille et la recommandation, et alors même que notre offre n'était pas aussi mature que ce qu'elle peut être aujourd'hui, et que nous n'avons pas déployé tous les moyens que nous sommes en train de déployer en ce moment. Parce que le produit est mûr. On a pris 4 ans pour construire toute la partie industrielle, c'était la partie la plus longue. Le temps industriel, c'est pas le temps du digital, hélas. Le digital, les choses se mettent en place très vite. Il suffit de penser et très rapidement on a la concrétisation de ce qu'on a imaginé. Dans le temps industriel, nous travaillons aujourd'hui pour l'usine que nous utiliserons dans 2 ans. Donc le temps industriel est infiniment plus long, on travaille à le réduire, mais malgré tout on reste soumis à certaines contraintes. On n'a pas vraiment communiqué en tant que tel, même si on a utilisé les services de vente privée, qui a été un très beau relais. Maintenant, on a eu, c'est vrai, pas mal de presse et de télé dans la période immédiatement passée, mais en réalité, c'est un discours qui s'adressait surtout aux investisseurs, puisque nous sommes en pleine période de levée de fonds, et donc il s'agissait surtout de faire connaître le service, les médias qu'on a choisis et les moyens qu'on a déployés. Ils visaient surtout les investisseurs, à faire connaître le service aux investisseurs, puisque les investisseurs sont comme nous tous, hein, ils sont à la recherche de bonnes affaires, encore faut-il qu'ils sachent qu'ils existent. Voilà, donc on a fait coucou un petit peu partout. Mais maintenant, on va déployer vis-à-vis des clients finaux. Oui. Bien, écoutez, donc on est dans les délais. Je vais rendre la parole. Je voulais juste vous remercier toutes et tous, parce que j'ai trouvé que vous étiez très participatifs. Alors, est-ce qu'il y a des gens du secteur là, qui connaissaient déjà le secteur, non, dans la salle? C'est une question que je me suis posée, parce que je me suis dit, il y a quand même des questions ciblées et pointues, mais c'était, en tout cas, c'est très agréable d'avoir comme ça une audience participative, même si c'est un petit peu chaud, mais c'est une bonne nouvelle pour ce qui vous attend pour la suite de l'après-midi. Exactement. Voilà. Merci, professeur. Bonjour.